Bonjour à tous, j'espère que chez vous ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui du Dictateur de Chaplin sorti en 1941. Il faut savoir que Chaplin c'est un réalisateur, un acteur qui m'inspire beaucoup et que je trouve tellement talentueux. C'était un de mes objets d'études au bac, donc j'ai pu beaucoup me documenter sur le sujet et mes profs ont pu m'apprendre beaucoup sur sa vie privée et surtout sur tout son processus artistique tout au cours de sa vie. Donc j'espère dans cette vidéo arriver à vous faire partager mes connaissances sur le sujet et aussi vous transmettre l'amour que j'ai pour ce réalisateur. Alors cette vidéo va être séparée en 3 parties différentes pour qu'elle soit un peu plus organisée. On va commencer tout de suite avec la première partie qui est donc la transition du muet au parlant réussi. Le son au cinéma a été généralisé en 1927 à la sortie du chanteur de jazz. À partir de cette date-là, à peu près tous les films sont devenus parlants. Chaplin, lui, se place un peu à part de ces films qui ont tout de suite été parlants, du coup, parce qu'en 37, il me semble que c'est en 37, oui, 36 ou 37, je sais plus, il sort Les Temps modernes, qui est un film sonorisé, mais pas parlant. Donc un film sonorisé, c'est-à-dire que les personnages ne parlent pas, ils s'expriment encore avec des mouvements burlesques, etc. Donc les personnages sont encore muets, cependant les machines font du bruit. Et c'est ce qui rend ce film sonorisé mais pas parlant. Les personnages parlent, je sais pas, je dirais un peu moins de 10 minutes dans une scène à la fin où Chaplin, dans un petit cabaret, fait un petit spectacle où il chante en plusieurs langues. Spinach o la bouchon, si grete bello, si racchi spaccaletto, si le tula ti la Je pourrais vous faire une vidéo sur ce film si vous voulez parce que c'est un film que j'ai pas mal apprécié aussi et je trouve que ce petit tour de passe-passe où on entend sa voix pour la première fois est super ingénieux. Donc Le Dictateur sort en 1941, c'est donc le premier film parlant de Chaplin, donc ce qui le place vachement en décalage par rapport aux autres réalisateurs et aux attentes de son public. Chaplin avait très peur de passer au parlant pour 2 raisons notoires, on va dire. La première était qu'il avait peur que l'image perde de sa signification et que la parole prenne le dessus dans le ratio image-parole. Il avait peur que l'image baisse en qualité et que la parole prenne le dessus sur l'image. Voilà, parce que toute la carrière de Chaplin avait été construite sur l'image et l'action, et il avait peur de perdre ce rapport particulier à l'image s'il intégrait des paroles dans ses films. Et son second doute sur la parole était dû à la perte de son public, parce que Chaplin était une star de renommée internationale, parce que les gens n'entendaient pas sa voix. En fait, ses films pouvaient être visionnés en France, comme en Amérique, comme en Australie par exemple, et il avait peur qu'à partir du moment où les gens allaient entendre sa voix anglaise, il perde la majorité de son public parce qu'il n'aurait plus du coup une identification internationale. C'est pour ça que Chaplin passe au parlant après tout le monde, entre guillemets. Alors ce qui m'a marqué aussi dans ce film, c'est que on retrouve clairement des caractéristiques de Charlot, notamment dans le personnage principal du barbier. Enfin, il y a 2 personnages principaux, le dictateur et le barbier, mais je trouve que les caractéristiques de Charlot sont vraiment claires dans le personnage du barbier. Mais le personnage est beaucoup plus travaillé. On voit d'où il vient et par quoi il est passé pour arriver au point où commence le film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très peu courant dans les films de Chaplin, alors que là on sait qu'il a perdu la mémoire, il est allé à un hôpital, etc. Parce qu'il a eu un accident d'avion et du coup il a perdu un bout de sa mémoire. Voilà, donc c'est tout de suite plus clair et je trouve qu'on s'attache d'autant plus au personnage. On va ensuite passer à la deuxième partie, qui est un film chaplinesque. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça ? Donc, j'entends que ce film a des caractéristiques semblables à tous les autres films de Chaplin, même s'il y a la parole et même si c'est nouveau pour lui. Il a réussi à intégrer les recettes magiques qui marchent dans ses autres films. Dans les films de Chaplin, il y a très souvent une femme dans ses longs métrages. Les Temps modernes, il y a Paulette Goddard. Les Lumières de la ville, il y a la petite fleuriste dont ils tombent éperdument amoureux et en fait
toute l'intrigue, enfin la majorité de l'intrigue est posée sur cette relation amoureuse. Et c'est un leitmotiv dans les films de Chaplin, comme c'est un leitmotiv dans la vie privée de Chaplin. Il s'est marié 4 fois, ce qui est énorme quand même pour l'époque. Il a un rapport très particulier avec les femmes, Chaplin, et c'était important de le notifier parce que ça revient très 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 souvent dans ses films. Donc pour moi c'est un film engagé dans les mêmes lignes que les temps modernes, bon pas sur le même point de vue effectivement, mais engagé tout de même. Vous allez vous dire que je fais beaucoup quand même de parallèles entre les temps modernes et le dictateur, mais moi je trouve que ces films sont semblables. Ils n'utilisent pas les mêmes procédés parce que l'un est muet, l'autre est parlant. Ils défendent pas les mêmes choses, mais je trouve qu'ils ont une ressemblance. J'ai ressenti à peu près la même chose en fait en regardant les deux films. Pourtant ils sont très différents. Qu'ils dénoncent notamment la dictature allemande et tournent en ridicule Hitler, notamment lorsqu'il fait un discours. Hitler parle une langue inconnue, il me semble même pas que ce soit de l'allemand. Il parle, il fait des longs monologues de genre 2-3 minutes, et le traducteur en fait traduit à son peuple, allez, 3-4 mots. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, et je trouvais que c'était... ça montrait bien la différence que peut y avoir entre un chef d'État et son peuple. Le chef d'État va forcément parler hyper bien, va dire des propos hyper complexes, et le peuple n'est pas forcément à la mesure d'atteindre les paroles de son dirigeant et de les comprendre. Et j'ai trouvé que cette mise en scène illustrait vraiment bien ça, qu'il y avait très souvent un décalage entre un dirigeant et son peuple. Balloni war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt doch Jüden. Ein der Stadt mit seiner Klatsch. Hey, der Stratz mit sich Gedenken da. Mit seiner Tratsch mit Gedenken. Meine Täter wieder strafen, die strafen, sie strafen. Admiral Hinkle has just said yesterday Tumania was down, but today she has risen. Ne perdez pas de vue que ce film est sorti en 1941. En pleine période de Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, on retrouve tous les leitmotifs qu'il y a dans les Chaplin, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a notamment le Mickey Mousing. Alors le Mickey Mousing, c'est le fait de souligner une action par de la musique. Voilà, c'est pas juste une musique qu'on met en fond, non, c'est une musique qui va vraiment souligner les actions des acteurs. Ça vient donc de Walt Disney qui utilisait ça dans ses dessins animés à l'époque. Alors ensuite il y a le burlesque du gag, c'est quand même l'essence des films de Chaplin, le gag, avec des déplacements, ce qu'on appelle centripètes. Donc des déplacements centripètes, ça veut dire que l'acteur va toujours revenir au centre de l'image. Il va faire des sortes de ronds comme ça, et il va toujours revenir à son point de départ. Il y a ensuite le comique de situation, qui est encore une fois dans le même esprit que les gags, l'essence des premiers films de Chaplin. Et donc on passe à la troisième et dernière partie de cette vidéo, qui est donc les moments marquants du film. Alors pour moi il y a deux moments très marquants du film. Je me rends compte que j'ai parlé la majorité du temps du point de vue du barbier, mais les deux moments marquants c'est donc avec le dictateur. Le premier c'est quand le dictateur joue avec le globe en ballon. Et j'ai trouvé ces plans tellement poétiques. Alors pour moi ce jeu avec le ballon qui signifie le monde, ça montre la fragilité du monde, parce qu'un ballon, un coup de pique et ça explose, et ça montre que le monde, en une fraction de seconde, il peut se détruire, il peut exploser. Et ensuite ça montre donc l'inconscience de l'homme à jouer avec le monde comme ça, comme si c'était quelque chose d'inébranlable, alors que c'est ni plus ni moins qu'un ballon. Donc ensuite, le dernier moment marquant du film pour moi, c'est donc la dernière séquence, il me semble que c'est la dernière séquence, où le dictateur fait un discours. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes.
Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Je pense que cette scène a marqué la majorité des gens qui ont vu ce film. Cet extrait, cette vidéo, moi, me fait penser énormément à une espèce de déclaration des droits de l'homme et un rétablissement de la condition humaine. Alors voilà, donc cette vidéo se termine ici. J'ai fini de vous partager ce que j'avais pu tirer du film et mes connaissances, enfin et le peu de connaissances que j'ai sur Chaplin. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne sur Chaplin, sur la vie de Chaplin elle-même ou même sur d'autres films, des analyses filmiques ou quoi, pas de soucis, ça sera avec grand plaisir. Et donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve vendredi prochain à 17h. Salut!